Bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence au sein de Batimat sur l'accessibilité universelle et notamment comment prendre en compte l'ensemble des besoins des usagers et comment cette prise en compte modifie l'ensemble et l'approche des méthodes de conception d'un bâtiment. Nous allons pouvoir commencer par une introduction par monsieur Philippe Estingois, directeur de l'agence qualité construction. Bonjour à tous, merci d'être là, merci à nos intervenants. C'est à l'occasion de nos 40 ans, nous avons fait différentes manifestations donc sur tout le territoire national. Et il nous paraissait important, donc, dans le cadre de Batimat, de faire une manifestation, comme ça nous a été proposé par l'organisateur, que je remercie. Donc il n'entend pas, mais je lui répéterai. Et dans le cadre de cette manifestation, un sujet est venu très, très naturellement. Donc c'est un sujet qui nous implique tous, et qui nous implique plus particulièrement à l'AQC au regard des enjeux de la qualité de la construction, donc l'accessibilité universelle. Donc je remercie beaucoup donc, les acteurs qui travaillent autour de ce sujet-là, donc dans le cadre des équipements olympiques. Donc ce sont eux qui vont venir nous parler. Dans le cadre des équipements olympiques, donc, il a été fait le choix très volontariste d'être exemplaire dans le domaine de l'accessibilité universelle. Et c'est la moindre des choses qu'on peut attendre donc, au regard de cette manifestation. Donc nous connaissons un petit peu les sujets qui sont traités puisque nous avons une petite prestation en lien avec la Solideo autour de tout ce qui concerne l'innovation donc, dans les équipements olympiques. Et parmi les innovations, donc, il y a des enjeux d'accessibilité qui ne sont pas neutres et sur lesquels nous avons travaillé. Donc j'espère que vous allez pouvoir nous donner un certain nombre d'informations sur les projets que les uns et les autres suivaient, nous indiquer les principales réalisations qui prennent en compte cet enjeu d'accessibilité universelle, sans cacher les difficultés que vous avez pu rencontrer, parce que je sais qu'elles sont nombreuses, et que donc, nous allons pouvoir ensemble nous enrichir de vos expériences que nous allons avoir à faire partager donc, par la suite, parce que c'est vraiment un enjeu sur lesquels nous souhaitons vraiment beaucoup nous investir, et je vous renouvelle mes remerciements. Voilà, donc bon après-midi à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir assister à toute la conférence, je reviendrai à la fin, j'ai un impératif très dur. Mais je sais que ça va être très intéressant et donc à vous la parole. Merci Philippe. Donc du coup en fait pour cette série de conférences, nous allons avoir plusieurs personnes qui sont présentes là de la Solideo, d'autres personnes du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Également donc plusieurs projets concrets qui nous seront présentés sur l'Adidas Arena et le pôle sportif Prisme qui nous seront présentés donc par une personne de la ville de Paris, donc Pascal Mathieu de la ville de Paris et Noé Laurent du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Je tenais à préciser quelque chose d'important en termes d'accessibilité universelle, comme vous savez, pour que un équipement public soit accessible à toutes et tous, il faut penser à tout type de handicap. Et donc nous avons bien pensé aux personnes malentendantes et sourdes. Il devait y avoir aujourd'hui une interprétation en langue des signes française. Et malheureusement, les deux interprètes que nous avions missionnés sur cette mission très importante eh bien, ont dû annuler pour cause de Covid. Donc j'espère que vous pouvez nous excuser pour cette petite difficulté. Je vais donc proposer de monter sur scène Pierre-Antoine Léra, chef de projet accessibilité à la Solideo. Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus en nom pour cette conférence. Moi je suis Pierre-Antoine Léra, je travaille donc en tant que chef de projet accessibilité universelle à la Solideo. Et ce que je vais essayer de vous présenter, c'est la manière dont on a pris ce sujet de l'accessibilité dans chacun de nos projets, comment on a essayé de l'intégrer, et puis vous montrer, alors peut-être pas les premiers résultats, parce que finalement on les verra fin 2023, début 2024, mais en tout cas ce qui est prévu dans chacun de ces projets. Alors très rapidement, je vais d'abord peut-être présenter ce qu'est la Solideo, parce que je ne sais pas si tout le monde est
et au fait elle connaît bien notre structure. Après, je vous présenterai un peu le cadre stratégique global qu'on a mis en place parce que on pense que c'est important aussi dans la manière de faire les choses d'avoir ce cadre stratégique et d'impliquer aussi les acteurs du monde du handicap. Et puis, dans un dernier temps, je vous montrerai en fait concrètement comment ça se traduit dans nos projets. Alors, la Solideo, donc nous, on est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, on a été créé tout début 2018. Et donc, nous, en fait, on a en charge la livraison des sites infrastructures pérennes dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de l'organisation des Jeux très schématiquement. Donc, nous, la Solideo, on est vraiment sur, entre guillemets, le dur. On est parfois considéré comme la cheville ouvrière des Jeux. On a Paris 2024, donc Ludivine présentera, mais qui est quelque part, je dirais, en charge de l'organisation au sens large de l'événement avec toutes les composantes de l'événement. Donc, c'est énorme. Et évidemment, après, on a toutes les collectivités, toutes les structures impliquées dans les Jeux qui vont accueillir des sites. Donc, évidemment, la ville de Paris, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la région. Voilà. Donc, au total, on a pas loin d'une quarantaine de maîtres d'ouvrage différents avec lesquels nous travaillons. Et donc, au niveau de l'État, donc, on a la DIJOP, la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques, donc, qui coordonne un petit peu toutes ces actions au niveau de l'État, qui met en musique les actions au niveau de l'État. Alors, au sein de la Solideo, pareil, je vais essayer de passer rapidement, mais c'est important. Donc au-delà finalement de cette mission de base qui assurait la bonne livraison, comme c'était un peu trop simple, on a aussi eu un faisceau d'ambition pour aller un peu au-delà de ce qui se fait habituellement, notamment en termes d'excellence environnementale, avec 3 axes. Un axe pour favoriser la biodiversité, un axe sur la résilience climatique, notamment au regard des évolutions du climat à l'horizon 2030-2050, et un axe sur la neutralité carbone pour limiter au maximum les émissions de carbone. Donc on a un second grand axe sur l'inclusion sociale, ça c'est plus la manière dont on va faire les chantiers, avec des enjeux de chantier socialement exemplaires, de limiter aussi au maximum évidemment les accidents, en réservant 10% des heures travaillées pour des gens en insertion et en réservant 25% du montant des marchés aux TPE, PME et structures de l'ESS. Et enfin, dernière ambition qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'accessibilité universelle. Et donc, qui s'inscrit en fait dans le faisceau large aussi de la vision de la ville de la Solideo, autour d'une ville sensorielle, d'une ville active et d'une ville conviviale. Alors, j'en arrive plus directement au cadre stratégique d'accessibilité. Alors, en quoi ça nous intéresse? Évidemment, ça, c'est valable pour une structure un petit peu comme la Solideo, mais ce qui est important aussi pour se lancer dans une démarche d'accessibilité pour un EPIC, un établissement d'aménagement et même, je pense, une collectivité, c'est de définir des grandes lignes et de mobiliser un petit peu l'écosystème. C'est-à-dire, c'est pas uniquement répondre à des normes, faire des cahiers des charges techniques, mais c'est aussi sensibiliser, diffuser des bonnes pratiques et convaincre. Donc pour ça, en fait, on a mis en place un cadre stratégique. Donc on a concerté avec un certain nombre d'acteurs, donc des acteurs de l'État, des fournisseurs à l'accessibilité, le Comité international du handicap, le cabinet de la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Évidemment, on est très en lien avec le Comité paralympique et sportif français. Alors évidemment avec Paris 2024, alors que ce soit sur des questions stratégiques ou très opérationnelles. Avec toutes les collectivités, donc évidemment, on organise les Jeux finalement avec et pour les collectivités, donc on a pensé stratégie avec eux, avec des acteurs aussi universitaires, parce que l'université s'intéresse quand même à ces questions de handicap et d'accessibilité, avec des architectes et des bureaux d'études, et évidemment avec les structures associatives qui représentent les personnes en situation de handicap, et donc qui sont là aussi avec des experts et donc des gens qui sont vraiment en capacité de comprendre ce qu'est un projet d'aménagement et comment prendre en compte les besoins de toutes et tous. Voilà, et donc on a un groupe de travail avec 8 structures qu'on a réunies finalement quasiment 3 fois par an en plénière, et puis après qu'on peut solliciter sur des formats un peu plus souples de type atelier quand on a des questions un peu plus précises. Et ça nous paraît assez important parce que c'est vrai que parfois dans l'aménagement, dans la construction, les structures associatives sont vues comme le poil à gratter qui vient critiquer à la fin. Mais l'important, c'est quand même d'essayer de les associer le plus possible au début des projets.
c'est-à-dire quand on a encore des réelles marges de manœuvre, et voilà, d'avoir à la fois leur aval et la conviction qu'on fait des choses positives, c'est intéressant. Et suivant aussi les couches du projet, ça peut servir pour moi à renforcer et à convaincre aussi autour de soi. Et par exemple, on avait fait une réunion avec ce groupe de travail et les groupements immobiliers en charge de la construction du village des athlètes. Voilà, pour qu'il y ait cet échange, pour qu'aussi les promoteurs, les maîtres d'œuvre posent leurs questions. Et donc, voilà, c'est aussi une manière de sensibiliser, de diffuser des bonnes pratiques. Et c'est pour moi un critère, enfin une condition de réussite du projet. Alors, ce cadre stratégique, rapidement, on a défini 5 axes, qui est donc mettre en place une démarche de conception universelle. Donc la conception universelle, alors je ne vais pas m'étendre sur l'historique, mais très concrètement, en fait, c'est une méthode qui vise à, dès le début, prendre en compte les besoins de tous et tous dans des projets de conception et trouver des réponses adaptées. Bon, il y a 7 principes fondateurs, mais globalement, c'est cette vision-là. Et donc ça s'écarte un tout petit peu de l'accessibilité normative où on a un cadre normatif et des objectifs techniques. Là, c'est vraiment comment concrètement on prend en compte les besoins de tous et tous et comment on y répond. Notre deuxième axe qui découle un petit peu du premier, c'est traiter l'ensemble de la chaîne de déplacement. Donc pour nous, ça veut dire traiter tous nos projets avec le même niveau d'ambition, et ça veut dire aussi être très en lien avec les territoires qui accueillent les sites pour que nos projets soient aussi vecteurs d'amélioration d'accessibilité, et que globalement c'est toutes les conditions d'accessibilité du territoire qui soient améliorées. Et voilà, peut-être que Pascal parlera aussi du projet de la ville de Paris qui est très en lien avec ça. Et voilà, la Solido, on participe de ce mouvement. Notre troisième axe, c'est sur la sensibilisation, de l'information et de la communication. Donc à la fois de se dire que sur un gros projet comme ça, il y a tout un tas d'acteurs à sensibiliser. Se dire aussi, et c'est pour ça qu'on tenait à la présence d'interprètes en langue des signes française, que tous les faisceaux de communication, on essaie de faire en sorte qu'ils soient les plus accessibles possibles, et d'informer sur l'accessibilité des sites et des ouvrages une fois qu'ils seront sortis de terre. Notre quatrième axe, c'est un axe autour de l'innovation, de se dire que l'innovation, c'est aussi un levier de l'amélioration de la qualité d'usage, mais pas une fin en soi. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait résilience urbaine, parce qu'on veut que de base, nos projets soient bien conçus, soient accessibles et ne dépendent pas de solutions individuelles pour être accessibles. Et le dernier, qui est un axe assez transversal à la Solido, qui est l'axe de l'héritage méthodologique. Et d'une certaine manière, le travail qu'on peut faire aussi avec la QC et aussi faire ce type de conférence, ça rentre un petit peu déjà dans ce cadre-là, de se dire c'est un projet exceptionnel, on a une démarche qu'on essaye d'être positive, on verra ce qu'elle donne et comment on peut quelque part en tirer des enseignements et reproduire les dispositifs qui ont marché dans des projets analogues, des projets de ZAC, des projets d'éco-quartier. Alors ça, c'est les grands axes stratégiques. Évidemment, après, pour chaque projet, on a un petit peu traduit ces ambitions-là en objectifs d'usage, et ces objectifs-là, ils ont été inscrits dans chaque projet d'une manière ou d'une autre. Donc très concrètement, dans les dossiers de commercialisation des lots immobiliers, on avait une annexe dédiée, un référentiel accessibilité qui indiquait nos attentes. Sur les projets qu'on va superviser, par exemple le projet de l'Arena Porte de la Chapelle, le projet du Prisme, en fait, donc comme la Solido supervise, on passe avec chaque maître d'ouvrage ce qu'on appelle des conventions d'objectifs, et on a une annexe qui est dédiée à ces questions d'accessibilité, qui découle directement de cette stratégie et des échanges qu'on a pu avoir avec les structures associatives. Voilà, pour dire qu'il faut évidemment transcrire ces ambitions-là de manière assez tangible pour pouvoir aussi suivre l'évolution des projets et être sûr que c'est bien pris en compte. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment concrètement ça peut se traduire, notamment donc, sur le village des athlètes, donc le village des athlètes qui évidemment accueillera les athlètes olympiques et les athlètes paralympiques en 2024. Donc ce projet, rapidement, donc ça se situe entre Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et l'île Saint-Denis, donc sur une zone d'environ 50 hectares. En phase jeu, ça accueillera environ 14 000 résidents. En phase Jeux Olympiques, phase paralympique, environ 9 000. Et en héritage, donc ce qui est important,
c'est que pendant la phase jeu, en fait, chaque unité de logement est maximisée pour accueillir de l'hébergement. Et en phase héritage, en fait, il y a une phase de reconversion où une partie des logements seront reconvertis en bureaux et où les logements reprendront leur forme originelle. Donc ça, c'est un peu une des grosses spécificités de ce projet-là. Et donc on accueillera en théorie 6000 habitants et 6000 salariés, plus quelques services, écoles, centres sportifs, de proximité, jardins et également les berges aménagées le long de la Seine. Voilà pour ceux qui connaissent l'endroit. Donc c'est un petit peu autour de la cité du cinéma, bordée par la Seine pour la partie continentale. Et on a voilà, des îlots qui ont été pensés initialement un petit peu comme des navires qui vont vers la Seine avec des ouvertures. L'idée du projet urbain étant aussi de reconnecter le quartier à la Seine. Parce que, voilà, pour les gens qui connaissent, c'est vrai que la proximité de la Seine ne se sent pas forcément quand on se balade dans le quartier. Et donc, en accessibilité, alors là, on va être plus sur espace public que bâtiment dans un premier temps, mais c'est vraiment de donner des réponses inclusives avec des réponses architecturales qualitatives. Donc une des difficultés qu'on a en fait sur ce projet, c'est la gestion des dénivelés, puisqu'on a je crois plus de 12 mètres de pente entre le point A et le point O du village. Donc on a dans 2 endroits où on a quand même des dénivelés assez importants. Et donc une des réponses pour nous qui est de la conception universelle, c'est de se dire naturellement, donc on va créer des escaliers qui est le moyen classique et le plus rapide, mais on va surtout créer des rampes qui soient qualitatives et qui soient pour tout le monde et qui donnent envie à tout le monde de les utiliser. Parce que très souvent, on va avoir un escalier et puis une rampe qui est étroite, qui va être pas forcément bien ensoleillée, qui va être humide. Donc là, on s'est dit, non, on veut que cet accès-là soit qualitatif, qu'il soit... alors en plus, là, c'est vrai qu'on a une réponse architecturale dans les 2 cas qu'on aime bien. Donc là, sur la place des athlètes, on a ce système de boucle qui peut rappeler un petit peu les anneaux... olympique, mais voilà, on voit qu'il y a vraiment un travail qualitatif autour de la végétation avec des points de vue sur la Seine. Et donc on peut dire que tout un chacun pourra préférer prendre cette boucle plutôt que l'escalier. Et idem donc sur le mail finaux, donc là qui descend directement sur la Seine. Donc on a évidemment des accès par escalier de part et d'autre, mais on a fait un jeu finalement de rampes paysagères avec des terrasses sur lesquelles on va trouver des usages. Donc une fois de plus, si on a un peu plus de temps ou si on n'a pas envie pour X raison de prendre l'escalier, c'est vraiment un endroit qui est pensé pour tout le monde. Donc ça finalement, l'accessibilité en fait c'est un peu comme la santé, c'est-à-dire que quand ça va, ça se voit pas forcément, c'est quand ça va pas qu'on se dit y a un problème. Donc là en fait, c'est quelque chose d'intégré et qui nous paraît relativement élégant. Deuxième axe de travail, c'est le mobilier, alors notamment le mobilier d'assises et le mobilier sportif, parce qu'on sait que pour se déplacer sur les espaces publics, c'est important pour tout un tas d'usagers de pouvoir faire des pauses. Alors évidemment, on pense aux personnes âgées, mais il y a tout un tas d'usagers qui ont besoin aussi de faire des pauses régulières et ça rassure. Donc notre ambition, c'est de trouver des assises tous les 50 mètres et des assises qui soient inclusives, c'est-à-dire avec une hauteur adaptée, une forme adaptée, dossier, accoudoir, de la place aussi dessous pour pouvoir passer ses pieds et faciliter le relevage. Et une fois de plus, donc là on a vraiment travaillé, alors là sous la forme d'un dialogue compétitif, justement pour aller un petit peu plus loin que les solutions catalogue, pour avoir du mobilier qui soit également élégant, dans le sens où c'est pas un mobilier entre guillemets discriminant ou qui peut rappeler l'univers hospitalier. Donc encore une fois, la personne qui n'est pas spécialement sensibilisée aux questions d'accessibilité va se dire il y a un banc, c'est bien, mais la personne qui a un peu plus besoin, elle va pouvoir trouver naturellement une assise qui lui convient. Donc, on a toute une gamme. On a aussi essayé, alors là dans un objectif dont je veux moins parler aujourd'hui, mais qui est un peu de design actif, de favoriser aussi la mobilité active, d'avoir une gamme avec quelques agrès, quelques petites touches d'agrès sportifs pour favoriser, pour les gens qui le peuvent, la pratique sportive. Dans un objectif effectivement un peu de lutte contre les sédentarités et d'urbanisme favorable à la santé qui est assez cohérent avec les enjeux d'accessibilité universelle. Troisième axe sur les espaces publics, c'est la signalétique, parce que on sait que se déplacer sur l'espace public, c'est important de pouvoir facilement se repérer, comprendre où on est. Donc ce qu'on a voulu, c'est vraiment mettre en place une signalétique qui puisse être utilisée par des personnes déficientes visuelles,
donc des personnes aveugles, des personnes qui peuvent avoir des difficultés de compréhension, ne pas maîtriser la lecture ou les codes de signalétique. Donc on a vraiment fait un travail sur une signalétique, alors qu'on a voulu, c'est un peu pompeux, mais inclusive et donc multisensorielle, dans le sens où elle va parler à plusieurs sens. Et donc là, on est passé par une forme de marché qui est un peu originale, qui est un partenariat d'innovation. Donc, il y a vraiment une phase de R&D, puis une phase après plus classique d'acquisition des mobiliers. Et ce qui nous a plu en fait dans l'offre du LoRa qu'on a retenu, c'est une intervention à 3 niveaux, donc vraiment sur le sol, pensé comme le commun de nos déplacements. Et c'est vrai que c'est quand même un commun de nos déplacements, donc comment on peut enrichir un peu la signalétique qu'on trouve au sol. De la signalétique verticale avec une utilisation aussi du sonore et une approche, alors qu'on voyait plus sur la diapo précédente, mais de signalétique linéaire, un peu analogue au réseau de transport et donc qui est facilitante, qui est structurante, voilà, pour des gens qui ont un peu plus de difficulté à se repérer. Et un dernier travail sur le numérique, avec vraiment un travail d'open data et donc de mise à disposition à toutes les applications qui peuvent les utiliser de données d'accessibilité. Et donc on aura notamment comme jalon important une phase de test donc sur l'allée de Seine qui est à proximité immédiate du village des athlètes les 18 et 19 octobre prochains. Et enfin, parler aussi un petit peu des bâtiments, alors puisque les équipements, là on va avoir la chance d'avoir, je dirais, 2 beaux projets présentés par des représentants de la maîtrise d'ouvrage, donc je m'attarde un peu moins sur la partie équipement, mais donc dans les logements, une des, je dirais, alors des difficultés, ça a été de créer finalement des douches sans ressaut, parce que ça c'est pas forcément dans les pratiques, et notamment dans les logements qui ont des planchers bois, donc les immeubles sont en structure bois pour des raisons d'excellence environnementale. Et donc là, on a dû vraiment faire un travail pour aller un peu plus loin et monter un petit peu en termes, je dirais, de niveau de pratique. Donc là, on est dans une démarche d'ATEX, hein, donc voilà, pilotée par le CSTB. Donc évidemment, en lien avec l'AQC et Adif Bois. Donc il y a eu des études qui ont été menées et donc nous ont partagé ICAD et Matisse. Et donc la sortie d'un guide d'aide à la conception est imminente. Voilà, donc ça on trouve ça intéressant. Alors c'est pareil, ce sera quelque chose qui est moins visible en termes d'usage, mais voilà, de montrer que la prise en compte quelque part de 2 ambitions, ça ne doit pas nous amener forcément toujours à faire un choix et à trancher, mais à se dire il y a peut-être de nouvelles solutions à développer. Donc ça fera partie d'un héritage à la fois matériel, parce qu'on aura des douches sans ressaut, puis matériel dans la manière de faire. Voilà, moi je m'arrêterai là. Le dernier point, c'est sur le volet communication. Et donc à la maison du projet, donc, qui est à proximité immédiate du village à Saint-Ouen-sur-Seine. Voilà, donc on a plusieurs dispositifs qui permettent effectivement aux personnes déficientes sensorielles ou intellectuelles de comprendre ce qui est notre projet, avec des plaquettes braille, des plaquettes en facile à lire et à comprendre, des vidéos en langue des signes française et un plan tactile et sonore qui va permettre en fait aux personnes aveugles de se donner un peu une carte mentale du village des athlètes et de ce qui est le projet. Donc voilà, si vous voulez prolonger, je dirais, cette présentation, n'hésitez pas à venir nous voir à la maison du projet. Merci beaucoup, et puis donc je vais laisser la parole à Ludivine pour Paris 2024. Bonjour à tous, Ludivine Munoz. Donc moi je suis en charge de l'intégration paralympique et je suis surtout une ancienne athlète de haut niveau paralympique puisque j'ai fait 3 jeux sur différentes éditions et j'ai aussi la chance d'être la manager de l'équipe accessibilité de Paris 2024. Donc on a la même démarche que la Solidéo, c'est-à-dire qu'on a monté une stratégie pour nous permettre d'accompagner toute notre démarche d'expérience des jeux et accompagner également la Solidéo, qui je vais vous présenter un tout petit peu plus tard, parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir vous accompagner sur les usages. Au-delà bien sûr de la réglementation, de l'évolution qu'on fait de l'accessibilité universelle, et bien l'idée, avec mon expérience, avec mon handicap, je ne couvre pas tous les besoins. Pour autant, j'ai une vraie sensibilité d'expérience du quotidien avec des collègues en situation de handicap. Et bien, c'est de pouvoir mettre concrètement des choses derrière toutes ces mesures qui des fois paraissent réglementaires, contraignantes, mais qui ont une vraie utilité dans le quotidien.
Donc nous aussi, on est parti sur vraiment une stratégie d'accessibilité universelle au sens de notre souhait de vouloir couvrir tous les publics et tous les différents besoins. Parce que finalement, moi, vous me mettez dans un monde où on marche presque pas et où tout se fait pour un gaucher, je n'ai plus de handicap. Finalement, mon handicap, il existe parce que les appareils photo sont faits pour des droitiers, parce que les ciseaux sont faits par des droitiers, ou parce qu'aujourd'hui, je n'achète pas facilement des pommes de terre déjà épluchées. Vous voyez un petit peu ma logique ? Notre ambition, c'est vraiment la conviction. Déjà, vous imaginez bien que les Jeux, c'est pour nous une opportunité de visibilité énorme. Bien sûr, nous avons la phase olympique avec des tonnes et des tonnes de spectateurs en situation de handicap. Et avec la visibilité des Jeux paralympiques, où là, ce sont les athlètes qui se mettent en scène pour réaliser des performances, on a une certitude, c'est que ça va changer le regard sur le handicap en France. Donc vraiment, notre conviction, c'est que toute l'accessibilité qu'on met en œuvre dans les infrastructures, elles servent à la pratique sportive. Et qui dit ça sert à la pratique sportive, ça change des vies. Moi, c'est au-delà le sport apporte, change la vie. Moi, le sport a construit ma vie. J'ai fait 3 Jeux paralympiques. J'ai ensuite œuvré auprès d'associations, auprès d'énormément de choses dans mon entreprise privée d'abord, puis maintenant aujourd'hui au comité, pour accompagner la compréhension de ses besoins et la compréhension de l'intégration au quotidien. Donc on peut construire sa vie dans un dispositif positif d'accompagnement. Donc vraiment l'ambition pour nous, c'est d'aller permettre à l'athlète paralympique de se révéler et de vivre son expérience. Et bien sûr, notre promesse, c'est que toute personne en situation de handicap, que ce soit un spectateur olympique, un spectateur paralympique ou un athlète paralympique, ils vivent une expérience sans barrière ou à minima qui trouve des solutions pour être accompagnés. Et forcément, et Pierre-Antoine l'a déjà souligné, notre créativité, notre exigence et notre partage, alors c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour le partage, font partie de nos valeurs au quotidien dans notre travail pour pouvoir avancer en ce sens. On a, bien entendu, on travaille au quotidien avec différentes associations. Et là, on est dans un scope, je vous ferai un peu plus de teasing plus tard, mais on est dans le scope de la journée paralympique qui va se tenir samedi, place de la Bastille. Forcément, on a invité tout l'écosystème de nos associations qui œuvrent au bénéfice des personnes en situation de handicap et on les consulte tous régulièrement pour typiquement nous faire un retour. Parce qu'on n'a pas tous la science infuse et je pense que la pratique, ça nous permet de progresser. Donc vraiment, c'est notre concept, c'est l'exigence sans barrière et que ça laisse un héritage matériel et immatériel. Et je ne vais pas te faire de redite entre ce que nous présente aujourd'hui Pascal, Pierre-Antoine, mais je ne vais pas forcément que me baser, moi, sur de l'infrastructure. Je vais aussi un peu vous parler d'immatériel. Quelques exemples, c'est pour participer, garantir une participation sans barrière, ça couvre forcément aussi l'accès en ligne. Ça couvre aussi l'accès à la billetterie. Parce que finalement, je n'arrive pas à m'acheter un billet. Je ne peux pas venir au jeu. Parce qu'on me dit souvent, finalement, il y a plein de places pour les personnes en fauteuil roulant, mais il n'y a personne. Si on n'a pas communiqué sur l'accessibilité du site, moi, quand je ne sais pas si je vais pouvoir avoir une belle expérience, je vous le dis tout de suite, je ne viens pas. Voilà, si les événements du Stade de France nous ont montré que les personnes en situation de handicap, elles sont encore plus en difficulté qu'une personne lambda. Moi, si je n'ai pas des gardes du corps autour de moi, je plaisante, mais je ne descends pas dans le métro en pleine foule parce que j'ai peur de me faire bousculer. Si je tombe, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Et aujourd'hui, si je me casse le fémur avec une jambe, je ne suis pas sûre que mon expérience de vie, elle soit facilitée demain. Donc, je fais attention à mon expérience au quotidien. Donc, plus on va communiquer sur l'accessibilité de nos sites, de nos infrastructures, et plus les gens vont sortir de chez soi et venir voir les Jeux. Quelques exemples, on parle beaucoup, notre concept, comme l'explique la Solidéo, bien sûr, c'est à la base. On pense tout à la base. Parce que l'idée, c'est surtout pas de rajouter des coûts. Quand on modifie quelque chose qui n'est pas prévu accessible, ça coûte plus cher que de le penser directement accessible. Une prise à 45 cm de haut, la remonter, ça coûte cher. La prévoir à la base à 45 cm, c'est important. Et pourquoi ? Parce que si je suis tétraplégique, que je me penche pour aller brancher mon téléphone portable, si je n'ai pas de gainage abdominal, je tombe de mon fauteuil. Donc c'est pas anodin. Des fois 5 cm, ça paraît important. Je comprends pour la partie construction. Mais pour l'utilisateur, c'est grave. Moi, c'est pareil. Si quelque chose tombe à droite, je ne me relève pas. J'exagère un peu. Mais donc, dès que je peux me tenir et que je me baisse moins, ça me facilite le quotidien. On a parlé du village, donc je ne reviendrai pas sur la super expérience qu'on pourra avoir dans le village avec la rampe qui me permettra aussi, avec mon petite trottinette électrique spéciale pour moi, de vivre une expérience sympa. Et puis, je vous l'ai dit, nous, on a un vrai sujet sur l'accessibilité numérique
Parce que quand je vais à un événement, moi, je ne vais pas à un événement sans savoir où je vais. Moi, j'ai besoin d'une adresse précise pour me faire déposer par un taxi, pour me faire déposer par un service parisien spécial pour personnes handicapées qu'on appelle la PAM, par exemple. Je viens souvent en PAM. Si je n'ai pas une adresse précise pour me déposer, déjà, je peux marcher beaucoup après. Et surtout, on ne me dépose pas. Donc, dans le numérique, nous, on inclut la connaissance du service, le lieu de pose et de dépose. Et puis, bien entendu, le site doit être accessible. Une personne déficiente visuelle, elle utilise un logiciel. Et ce logiciel, il lit dans un certain sens. Le logiciel ne lit pas un tableau Excel. Ou alors si, il lui lit, mais dans le sens de la colonne, ce qui est très pratique pour avoir un panel, pour une idée de chambre d'hôtel à réserver avec le prix. Mais on va vous lire et 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 3 étoiles, et après on va vous dire 45 €, 55 €. Vous êtes incapable de comprendre en linéaire quel nombre d'étoiles correspond à quel prix. Et puis forcément, je vous en ai parlé un petit peu, on fait des célébrations. Et nous, on a décidé d'être exemplaires. Alors c'est comme tout, on progresse d'étape en étape. Mais typiquement, et ben là, on a essayé d'avoir de la LSF, c'est compliqué, il faut anticiper énormément pour avoir des disponibilités. Mais nous, l'événement de samedi, on le construit tous ensemble pour qu'il soit accessible à la base. Toutes nos pupitres sont rabaissées, toutes nos rampes sont présentes pour pouvoir monter sur les scènes, parce qu'on ne prédispose pas en se disant finalement, l'intervenant, il est en fauteuil roulant, non, il n'y en a pas, c'est bon, j'ai pas besoin, il peut venir avec une marche. Mais spontanément, vous allez exclure quelqu'un à qui on aurait aimé donner la parole, parce qu'il est là, et il n'y a pas de rampe, du coup, il ne parlera pas. Voilà, donc c'est des exemples un peu comme ça, et puis qui facilitent la quotidien de tout le monde, pour les poussettes, pour les vélos. Donc tous nos événements, on les organise pour être le plus accessible possible. Les différents bâtiments, les rénovations qui permettent forcément à la pratique sportive de se développer, c'est tout ce qui va être toilette accessible, c'est tout ce qui va être pratique partagée. Et ça, vous aurez encore d'autres présentations juste après qui vont insister sur la mise en accessibilité de nos locaux. Mais c'est clair que ça change l'accessibilité des pratiquants. Aujourd'hui, il n'y a que 1200 licenciés sportifs à Paris Intramuros qui font de la pratique parasportive. Donc il y a plein de raisons. Mais parmi les raisons, si j'arrive à la piscine et qu'il faut que je passe des escaliers pour aller me changer, ah oui, on peut dire, il fallait venir avec son maillot de bain. Mais à un moment donné, on arrête, il y a des limites. Si l'ascenseur, il n'y a pas de programme de maintenance pour le réparer et qu'aujourd'hui il est en panne, moi souvent je fais demi-tour. Parce que les 3 étages pour monter, déjà on manque d'énergie pour aller faire du sport. Mais alors souvent, c'est un frein supplémentaire à l'accès. J'avance un tout petit peu en termes d'héritage. On a une vraie volonté, c'est qu'aujourd'hui, il existe un standard d'accessibilité, un standard sur les événementiels. C'est un standard qui s'appelle la norme ISO 20121, comme 2012.1, qui a été créé pendant les Jeux de Londres. Et nous, notre objectif, c'est de la faire évoluer pour que toute l'expérience et toute la mise en accessibilité qu'on met en œuvre aujourd'hui, elle soit ancrée dans cette norme et que demain, toute entité qui organise un événement sportif, il puisse décider de respecter ces différentes normes, et ça va passer forcément par toutes les mesures d'accessibilité. Alors, on pense souvent à la douche à 0, on pense aussi à la largeur des portes, on pense à la présence de bancs, on pense aussi également, je vous ai dit, à la hauteur des prises, on pense à des contrastes de prises, pour que les personnes déficientes visuelles, elles voient où est la prise, enfin elles voient. C'est pas pour faire un jeu de mots, mais qu'elles puissent repérer plus facilement, si elle est malvoyante, le contraste de couleur de la prise par rapport au mur, et ainsi de suite, avec pas mal d'exemples sur l'accessibilité. Du coup, on est en train, nous, de faire évoluer ce standard pour que demain, tous les grands événements puissent, en l'utilisant, avoir une référence à l'accessibilité universelle. Toutes nos formations, tout ce qu'on fait auprès des volontaires de demain, les volontaires des Jeux, ça va représenter 45 000 personnes. Tout ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, c'est de la sensibilisation, c'est de la formation, c'est de l'information. Et toute personne qu'on touche, elle peut toucher 10 personnes demain. Et donc, on va mettre à disposition tous nos contenus et nos formations au grand public. Ça va permettre aussi de comprendre tout ce qu'on fait, pourquoi on l'a fait. Et après, on a deux programmes qui vont nous permettre de développer la pratique sportive, qui sont tournés vraiment sur l'accessibilité d'un parcours. Vous allez demain faire une randonnée pédestre. Et pour une personne qui a des difficultés, si elle sait s'il y a des bancs, si elle sait s'il y a des toilettes, si elle sait quel type de revêtement au sol elle peut trouver, et si elle sait la distance et le dénivelé, et finalement, elle va peut-être se dire c'est possible pour moi. On ne dit pas qu'il faut être accessible universel sur tous les chemins pédestres et toutes les promenades. Par contre, moi, des fois, quand je pars en vélo en famille, si j'avais regardé le dénivelé, j'aurais peut-être pas pris ce parcours. Voilà. Vous voyez un peu la logique, c'est plus on a de l'information,
plus on comprend le niveau d'accessibilité, plus on peut adapter notre pratique. Et bien entendu, on a tout un programme de formation des encadrants pour permettre à toute personne en situation de handicap demain d'avoir un club qui puisse l'accueillir. Parce que le premier frein, par la méconnaissance de la compréhension et du handicap, c'est qu'on vous dit on n'est pas un club adapté. Mais finalement, le club, il peut être adapté. Il suffit juste de comprendre comment j'accueille une personne qui veut pratiquer du cécifoot, c'est du foot pour déficients visuels, comment je peux organiser en badminton une pratique en fauteuil roulant, comment je peux à la piscine juste prévoir si tout est à plein pied, je peux venir et puis prendre un cours de natation et ainsi de suite. Donc c'est important de sensibiliser aussi tous les clubs parce que l'infrastructure, elle va être accessible grâce à tous les travaux. Demain, il faut aussi que les clubs l'utilisent. Et il faut du coup qu'on puisse accueillir des gens en situation de handicap. Je vous ai mis un exemple parce qu'on s'est rendu compte, donc nous on a des experts également comme à la Solidéo, on est une petite équipe, on a des experts accessibilité, des gens qui ont soit vécu des événements sportifs précédents sur la dimension accessibilité, soit des gens comme moi concernés par le handicap, soit des personnes qui ont appris à l'école l'accessibilité. Et on a construit, parce qu'on n'arrive pas à être partout, on a construit un certain nombre de fiches pratiques. D'abord, il y a 10 premières fiches qui introduisent l'accessibilité sur tous les sujets, l'accessibilité d'une file d'attente, l'accessibilité d'un Word, l'accessibilité d'un événement. Et puis, on est allé plus loin sur la partie technique. On a construit des fiches pratico-pratiques. Qu'est-ce qu'une file d'attente accessible? Pourquoi on a besoin d'avoir des prises à telle hauteur, une barre de maintien perpendiculaire, droite? Pourquoi on peut la remplacer par une barre de douche qui n'est pas chaude pour se tenir? Des exemples comme ça. Pour permettre d'accompagner soit les collectivités, soit les entités qui ne savent pas bien comment avancer sur le sujet. Et donc, on met à disposition des fiches. Des fois, c'est fastidieux, c'est long, mais c'est pour des experts métiers tels que vous êtes aujourd'hui. Et on n'hésite pas comme ça à faire comprendre, nous, notre standard d'accessibilité universelle, qu'est-ce que c'est concrètement. Et nous, pour terminer, on a vraiment des grands principes directeurs qui sont vraiment inscrits. Et là, je vous ai montré les Agitos, qui est le logo des Jeux paralympiques. On a vraiment une ambition qui a pour objectif de garantir l'égalité, la fonctionnalité et la dignité de la personne. On perd facilement sa dignité quand il nous arrive des événements qui ne sont pas facilement accessibles. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si j'ai un très bon exemple. J'utilise très souvent les services de la SNCF qui m'accompagnent jusqu'à mon train. J'arrive, je m'arrête au service spécial personnes handicapées et personnes qui ont besoin d'aide. Ça marche super bien, j'ai aucun problème. Par contre, ils n'ont pas prévu le verrou des toilettes accessibles. Et nombre de fois, on me dit toujours, mais je ne comprends pas, les gens en situation de handicap, ils ne ferment pas la porte. En fait, ils n'arrivent pas à la rouvrir. Donc, par exemple, à Paris 2024, dans nos locaux, et c'est prévu aussi, on vérifie toutes les serrures. Parce qu'il y a certaines serrures qui finalement sont tellement difficiles ou tellement dures à attraper, qu'on a tellement peur de rester enfermé dans les toilettes que les gens ne ferment pas. Ça, c'est important. Un autre exemple, moi, je suis arrivée dans Paris. Une fois, j'arrive avec l'agence immobilière devant un appartement. Je n'avais même pas rentré et je lui dis, ça ne va pas être possible pour moi. Et la dame, elle me dit, mais pourquoi? Vous n'avez pas essayé? En fait, elle tirait la porte et elle tournait la clé en même temps pour pouvoir l'ouvrir. Ça, c'était la limite de ce que je pouvais faire. J'étais toute seule. Je ne me voyais pas avec ce petit part de bras attraper la boule de la poignée, tirer vers moi et tourner le verrou. Donc, je me suis arrêtée là. Donc, c'est ça l'accessibilité universelle. C'est nos gestes du quotidien, comment on les considère et comment on respecte ce qui du coup a été écrit dans les textes de loi, le minimum, et comment on n'hésite pas à s'entourer d'acteurs compétents, d'acteurs qui connaissent le domaine, pour en plus comprendre pourquoi on parle de ça. Et sur ce zéro, moi j'adore parler de ça, sur le 0 cm de douche, moi en fait sur une jambe je marche comme un canard. Mon pied il va comme ça. Il est hors de question que je saute dans une douche, sinon je ne suis pas sûre que j'atterrisse correctement. Et du coup, dès qu'on a 3 cm, 2 cm, mon pied il se décolle. Et là, je perds l'adhérence. Et là, le risque de chute est bien trop important pour moi. Vous voyez un peu la logique? Voilà, merci de votre attention. Et j'espère qu'après, on pourra vous poser et répondre à vos questions. Merci. Et j'introduis Pascal de la ville de Paris pour l'Arena, Adidas Arena. Bonjour à tous, donc Pascal Mathieu. Pascal, c'est mon prénom. Et je suis responsable de l'intégration paralympique et puis l'inclusion des personnes handicapées au sein de la ville, mais en charge seulement sur la dimension olympique et paralympique, pas sur tous les champs de politique publique de la ville. Donc je vais
vous parlez de l'Adidas Arena. Et avant de vous parler de l'Adidas Arena, puisqu'effectivement vous l'avez bien vu, il y a des préalables essentiels, c'est de penser d'abord votre stratégie. Donc la stratégie qui a été la nôtre, c'est d'abord de penser l'environnement, l'accessibilité, l'inclusion par l'environnement dans lequel vont se passer les jeux. Je vais vous parler tout à l'heure de l'Arena, mais l'environnement dans lequel va arriver l'Arena doit être accessible. Et donc on travaille aussi à ça. Et donc pour accueillir les Jeux, Paris, ville hôte des Jeux, a fait en sorte, a défini une stratégie pour qu'elle-même soit un peu plus inclusive. On progresse dans ce domaine. On ne pourra pas tout traiter Paris pour qu'elle soit complètement accessible, c'est impossible dans le délai, mais de manière à ce qu'on fera, on le fera bien là où on le fera. Et donc il y a plusieurs projets pour ça, donc avec plusieurs mesures qui ont été mises en place, et donc sur 3 grands axes. Le premier sur la question de l'accessibilité de la ville, avec notamment l'une des mesures, c'est la création de quartiers d'accessibilité augmentés. Ça, je pourrais vous en parler à mon aparté. Le deuxième axe, par exemple, de faire de Paris une ville plus parasportive. Donc ça a été énoncé notamment tout à l'heure par Ludivine, avec l'une des mesures importantes, c'est de créer des clubs para-accueillants. Et donc ça paraît tout bête, hein, mais c'est quelque chose qui est important. Normalement, au travers de la loi, tout club doit pouvoir accueillir une personne en situation de handicap, mais sauf que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de freins à ça. Donc au regard des freins qui ont été identifiés, comment on accompagne ces clubs-là pour qu'ils le deviennent. Et ensuite, troisième axe, c'est sur la question de la participation à la vie de la cité. Même pour les jeux, même pour l'accueil, même pour l'organisation des jeux, comment les personnes en situation de handicap ont accès à ces jeux-là. Par exemple, par le programme volontaire. On sait qu'on va avoir besoin de 35 000, 40 000 en fait, volontaires pour les jeux. Combien seront en situation de handicap et répondront et pourront assurer des missions de volontariat. Et donc ça, on a aussi commencé à tester cela. L'année dernière, il y a eu des photos sur Trocadéro l'année dernière, où parmi les 60 volontaires développés par la ville, il y en avait 10 qui étaient en situation de handicap. Donc ça, c'était pour vous illustrer notre stratégie, vraiment, je l'ai survolé, la stratégie que nous avons pour faire de Paris une ville plus inclusive, pour pouvoir accueillir plus facilement les Jeux et que ce soit plus facilement accessible universellement et surtout inclusif. C'est ce qu'on appelle la base, depuis tout à l'heure. Alors, l'accord Arena. Maintenant qu'on a imaginé cette base, comment créer la ville plus accessible et plus inclusive, comment on fait pour que, dès le départ, les personnes qui vont réfléchir, qui vont nous faire des propositions sur cet équipement, vont intégrer ces éléments-là, cette démarche-là. Alors, on essaie d'appuyer. Le premier document, ce qui a été évoqué tout à l'heure par Pierre-Antoine, c'est l'annexe 13 de cette convention d'objectifs que nous avons en tant que maître d'ouvrage vis-à-vis de la Solidéo. Et donc qui décrit l'ensemble des objectifs à atteindre et comment aussi les atteindre. Parmi les autres éléments que nous avons mis à disposition des candidats, il y a aussi des documents, des guides. Alors, le guide de l'IPC, c'est donc le Comité paralympique international qui a émis plusieurs éditions de guides sur l'accessibilité. Et donc dans ce guide, il y a déjà un nombre de bonnes pratiques. Et à partir du moment où on applique cela, déjà on est à un très bon niveau en matière d'accessibilité. Il faut bien évidemment challenger ces propositions par rapport aux caractéristiques, 1, du site et 2, de l'équipement qu'on veut livrer. Autre forme de bonne pratique, c'est que l'UEFA et l'émanation de l'UEFA qui s'appelle CAFE, c'est le Centre d'accessibilité du football européen, a lui-même aussi édité un très bon guide en matière d'accessibilité sur les enceintes, donc sur les stades, donc qui pour beaucoup sont applicables aussi pour d'autres enceintes sportives comme les grandes arénas. Donc on l'a bien évidemment livré comme étant des sources de recommandations, de prescriptions et d'inspiration hyper importants pour les candidats. Et puis d'autres sources, bien évidemment, comme le guide d'usage et de conception émis par le Centre de ressources nationales sur sport et handicap, et bien évidemment ce qui relève du cadre normatif avec le rapport technique de la Commission européenne, lui aussi qui apporte des éléments importants, notamment sur des dispositions que vous verrez tout à l'heure sur la question des places facilement accessibles. Donc son implantation, donc ça fait partie d'un écosystème donc sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc l'Arena fait partie de ces éléments-là. Simplement pour vous donner donc on n'est pas le.
Le programme, pour vous donner à peu près la carte d'identité de cet équipement en termes de dimension. Donc il s'agit donc d'une salle principale de 26 000 m², 9 000 places en configuration concert, 9 000 en configuration sport. On sera un petit peu moins pour les Jeux, compte tenu des considérations notamment de retransmission. Et donc qui accueilleront pendant les Jeux olympiques badminton, gymnastique rythmique, et pendant les Jeux paralympiques parabadminton et paralympique. 2 gymnases de proximité en plus de la grande salle, eux aussi bien évidemment traités sous le même mode. Que vous dire d'autre? Si important, nous sommes donc sur un marché global de performance, une MGP, plus une délégation de service public derrière. Ce qui est important, je vais surtout vous parler de ce qui concerne la MGP, et enfin, en conclusion de mon intervention, je vous parlerai très brièvement de la DSP, donc ce qui reste encore à faire. Et voilà. Pour vous, donc ça c'est ce que je viens de vous décrire avec cette grande salle et ces deux gymnases qui sont connexes et qui seront sous une gestion différente en régie et non pas en DSP sur ces 2 gymnases. Les activités qui se tiendront à l'intérieur, donc autant des activités sportives avec un club résident et puis des activités culturelles, donc avec une programmation culturelle qui va venir, avec bien évidemment des grands événements parasportifs et sportifs internationaux. Premier rang d'école, vous allez avoir donc les Jeux paralympiques, aussi un petit peu les Jeux olympiques, et puis d'autres événements. Bon, là on a mis la NBA, mais parce qu'on accueille très régulièrement des matchs de la NBA, mais c'est pour vous donner un peu l'exemple de ce que pourra faire à l'intérieur. Des petites vues d'ensemble aussi. Alors c'est pas au travers de ces photos que vous allez voir et puis caractériser l'accessibilité universelle. Et ce que je dis souvent à mes collègues, j'ai dit parce que maintenant c'est bon, c'est imprégné, mais l'accessibilité universelle, son expression ultime, c'est quand on ne la voit plus, en fait. Et donc c'est parce que c'est devenu normal. C'est devenu quelque chose où on n'a pas d'adaptation particulière pour tel type de handicap. Il y a des moments où on ne pourra pas faire autrement. Mais dès lors où c'est quelque chose qui est dans le flux, dans le sens général de la distribution, la présentation du service, c'est le but, c'est l'objectif en fait qu'il faut qu'on arrive à atteindre. Ça c'est le calendrier général pour la livraison de l'équipement. Donc on terminera donc le gros œuvre en fin d'année et puis donc au printemps sur le clos et couvert, et puis le second œuvre donc qui va s'enchaîner bien évidemment avec une livraison en septembre au dernier trimestre 2023. Où ça a été dit tout à l'heure dans la démarche de cette conception de l'accessibilité universelle, c'est comment on implique les acteurs. On a mis en place ce qu'on appelle une démarche, c'est à peu près la même méthode qui est décrite par Pierre-Antoine et puis par Ludivine, c'est le panel d'experts d'usage, c'est donc des associations avec qui on a l'habitude maintenant de travailler. Elles ont pris l'habitude de travailler avec nous, qu'on mobilise, autant sur la question de la construction sur l'ARENA, mais aussi sur la rénovation des sites d'entraînement et également sur les événements que l'on réalise. Donc en amont, pendant et après, on passe en revue tous les dispositifs d'accessibilité, tant sur les aménagements que sur l'événementiel. Et bien évidemment, avec donc autant les ingénieurs qui sont en charge de ces opérations, ou avec les chargés d'opération sur les événements, de manière à ce qu'ils progressent, ils intègrent en fait ces recommandations. On n'est pas dans le militantisme là, on est dans la collaboration et la coopération. Donc ça change complètement le rapport en fait. C'est des belles vues certes, mais en fait elles ont été travaillées de telle sorte à ce que le bâtiment soit repérable et visible. L'accessibilité, ça commence par là. Ça veut dire qu'on repère de loin, on comprend le bâtiment, on sait par où il est, on sait comment il fonctionne déjà, par où rentrer. C'est tout bête, hein, mais moi j'ai eu du mal à trouver l'entrée en fait du pavillon 1. Je me suis... mais voilà, il s'agit de travailler aussi sur un bâtiment, sur comment il a, par son identité, sa signature architecturale, aussi donne des éléments d'expression sur son fonctionnement. Son premier fonctionnement, c'est comment on y rentre. Donc c'est bon pour autant les personnes qui ont des déficiences visuelles, mais aussi pour les personnes qui ont des déficiences cognitives, ou des personnes qui ont une appréhension. Parce que donc, à partir du moment où vous avez encore plus de doutes, comment on y rentre, etc., est-ce que je vais être en retard à la conférence ? Non, et donc il s'agit vraiment de pouvoir apaiser, et la qualité de l'expérience, elle passe aussi par la bonne compréhension du bâtiment.
Et ensuite, quand on l'a vu de loin, on passe par le parvis. Le parvis, lui, donc, il n'est pas sous maîtrise d'ouvrage de la ville, donc c'est un autre opérateur, donc c'est une agence d'aménagement qui le fait, et donc a suivi exactement la même démarche et a mobilisé les mêmes associations que nous dans ces démarches avec les EHPAD. Donc du coup, il y a une continuité, il y a une cohérence dans la manière dont on appréhende en fait l'accessibilité du lieu. Ensuite, on va parler, je ne traite pas tous les sujets, par exemple sur la question de la dépose, qui a été dit tout à l'heure, sur la question des parkings aussi, qui ont été aussi traités d'un point de vue d'accessibilité, c'est hyper important, sur le nombre de places, où est-ce qu'elles sont localisées, d'y intégrer aussi les éléments de signalétique entre les places de parking et puis les ascenseurs. Tous ces éléments, bien sûr, ont été... Je ne brosse pas l'ensemble de l'annexe accessibilité du PRO, mais je vous donne quelques éléments d'expression de ce bâtiment. Par exemple, sur le nombre de places accessibles. Alors, ce que vous pouvez voir qui est important dans cette vue, c'est qu'en période JOP, déjà on est sur des jauges qui sont un peu supérieures à ce qui est exigé au travers d'un point de vue de la loi. Et surtout, il y a une caractéristique, c'est sur les places faciles d'accès. Et parce que ça, d'un point de vue de la loi, donc ça c'est plutôt par la directive européenne, avec des expressions, des objectifs par rapport à ça. Donc qu'est-ce que c'est que des places faciles d'accès? Ce sont des places qui, d'un point de vue de leur profondeur, de leur largeur, elles sont élargies et donc permettent une facilité d'accès. Et généralement, on essaye, nous on a éliminé pas mal de places justement sur ce critère-là, à proximité des points d'entrée dans les tribunes, c'est-à-dire des vomitoires. Si on est trop loin, si on n'est pas en prise directe au niveau du vomitoire, donc l'entrée dans les tribunes, on exclut en fait ces places comme étant faciles d'accès. Même si elles sont plus larges, même si elles sont plus longues. Elles servent à quoi, ces dimensions, ces caractéristiques physiques? Par exemple, vous avez une personne qui a des difficultés pour plier les jambes. Donc elle a la possibilité de pouvoir étendre ses jambes. C'est une personne qui a une forte corpulence. Et donc elle a la possibilité, sans gêner, sans avoir l'impression de gêner aussi ses voisins, de pouvoir avoir de la place. C'est une personne aussi qui, parce qu'elle est déficiente visuelle, a besoin d'un chien d'assistance. Et ce chien d'assistance, elle sait où le mettre. Elle peut le mettre à côté, ou dessous son siège, ou devant elle. Donc on a pensé à cela. Et donc c'est là l'accessibilité universelle, par ces places faciles d'accès, c'est cette logique-là d'universalisme, c'est qu'on répond à différents cas d'usage, cas de besoins spécifiques qu'on appelle aussi, et avec une même expression, une même caractéristique. Il ne s'agit pas d'avoir une place pour les déficients visuels, une place pour les déficients auditifs, une place pour les... On essaye de répondre à plusieurs besoins en même temps avec une même réponse. Donc une autre vue, mais sur une autre configuration, donc hors JOP, avec donc plus de places faciles d'accès. Et par exemple, là aussi c'est important, vous l'avez vu dans la vue d'avant, c'est qu'autour du déambulatoire, donc on a réparti les places pour les personnes utilisant un fauteuil roulant, pour des questions de facilité bien évidemment d'accès. Mais sur cette vue-là, à partir de ces places, on a veillé à ce qu'il y ait, pour la qualité d'expérience, spectateur, une ligne de vision, une ligne de vue qui soit préservée. Vous avez peut-être vu un jour au stade donc des gens qui passent une partie du match debout, et alors que les places derrière sont des places pour les personnes utilisant un fauteuil roulant, ces personnes-là, en fait, elles ne voient pas le match. Et donc, on a, par ces dispositions, de la manière dont elles ont été surélevées et positionnées, on a protégé en fait cette ligne de vue pour ces personnes-là. Vous voyez aussi dans ces manières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un parc où on aligne en fait les fauteuils roulants par quinzaine ou par dizaine dans certaines zones du site. On les a répartis dans différentes catégories en fait du site pour pouvoir avoir le choix de là où on peut aller, où on veut aller, et surtout on peut être accompagné. Et les personnes accompagnantes, elles ne sont pas derrière dans les tribunes en haut, non, elles sont à côté de nous. Et sont en différents cas de figure, une ou deux personnes accompagnantes. Dans l'expérience spectateur en situation de handicap, parmi les expériences ou les mauvaises expériences, Ludivine tout à l'heure en parlait sur la question des sanitaires, les toilettes, on a traité cela. Et donc il y a là aussi plusieurs cas de figure qu'on a voulu, donc notamment pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour aller aux toilettes, mais pas forcément avec un accompagnement du même sexe. Et donc pour rentrer dans un bloc sanitaire avec un accompagnant qui n'est pas du même sexe, c'est difficile. Donc on a créé des blocs non genrés, accessibles directement depuis les circulations. Et donc de ce point comme ça, vous pouvez avoir un accompagnant d'un autre sexe qui vous aide en fait au niveau des toilettes. Ou alors, dans les blocs sanitaires, d'avoir aussi des espaces donc avec des toilettes qui sont accessibles aux personnes
utilisant un fauteuil roulant. Attention aux dimensions également, parce que les fauteuils roulants électriques sont de plus grandes dimensions que les fauteuils roulants manuels. Là aussi, on a intégré ces caractéristiques-là. Et d'avoir aussi la possibilité, en le signalant, s'il s'agit d'un transfert droit ou d'un transfert gauche. C'est que dans les blocs sanitaires, on le voit par là, j'ai mal pas vu. En fait, on a disposé des lavabos, et tous les lavabos ont été adaptés de manière à ce qu'une personne en fauteuil en roulant puisse passer en dessous. C'est pas son lavabo à elle, non, c'est pour tous les lavabos qui ont été traités de cette sorte. En matière de circulation verticale, là aussi, il y a eu un traitement. Alors, on n'a pas pu, compte tenu de l'emprise, faire des grandes belles rampes comme ça, comme c'est le cas sur le village, ou dans d'autres bâtiments. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, l'aquarium de La Rochelle, par exemple, où il n'y a pas de marche. Donc là, on n'a pas pu faire cela. Et donc, on a dû traiter, bien évidemment, les questions de circulation verticale d'une autre manière. Bien évidemment, il y a la question des escaliers, on n'a pas pu y échapper. Néanmoins, les ascenseurs, là aussi, il a fallu répondre à cela, donc cette circulation verticale, avec des ascenseurs. Sauf que nous les avons mis en quantité beaucoup plus importante. Là aussi, pour une question d'expérience spectateur, ils sont au nombre de 14 sur l'Arena. Tous les niveaux, bien évidemment, sont accessibles pour les personnes qui sont en UFR. Mais on a veillé notamment, surtout sur ce qui nous a permis pour calibrer ce nombre d'ascenseurs, c'est le temps d'attente en sortie de match, en sortie d'événement. Généralement, en entrée, c'est plus diffus les arrivées. Donc, il y a moins d'attente. Là où il y a le plus d'attente, c'est en sortie. Et donc, nous avons calibré par rapport aux débits qui sont proposés par ces ascenseurs, qui sont au minimum de classe 2, catégorie D, pardon, et donc de pouvoir évacuer, faire sortir donc un flux, un débit donc, de personnes qui soit satisfaisant, en diminuant le temps d'attente. J'ai dit le type 2, c'est donc ce qui vous permet en fait d'avoir la personne en fauteuil roulant électrique plus un accompagnant, au moins. Et nous avons aussi, pour les escaliers, aussi fait un traitement, vous avez vu là, donc avec la double main courante, donc avec la double hauteur, de manière à ce que des personnes aussi de tailles différentes, et donc on ne parle pas seulement de personnes ayant de petite taille, mais aussi d'enfants, c'est donc aussi pour ces expériences-là, donc pour pouvoir aussi, de manière universelle, donc venir à un spectacle en famille, c'est un élément aussi de bonne qualité pour tous. Une particularité également, ce qui est la première fois à mon sens, je ne sais pas si Pierre-Antoine tu as d'autres retours, mais on a installé on va installer, elle est prévue, la Sensory Room. C'est une pièce qui permet à des personnes qui ont une hypersensibilité à la lumière, à certains bruits, de venir s'isoler. Elles sentent qu'il y a quelque chose, ou son accompagnement sent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas, il va y avoir une crise, elle peut venir dans cette salle-là, tout en continuant de suivre l'événement, avec sa famille, avec ses accompagnants, pour pouvoir se calmer. Donc il va y avoir un traitement par luminothérapie, par l'acoustique, etc. Et tout en continuant, possiblement, de regarder, en fait, donc ce ne sera pas une vitre, ce sera une vitre virtuelle avec un grand écran, comme s'il suivait, en fait, donc, le spectacle. Alors, on l'a aussi pour le 8, d'ailleurs, je vous invite tous à venir samedi à la journée paralympique. Il y a, donc, à la place de la Bastille, il y a aussi ce dispositif. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Ludivine, on progresse d'événement en événement. C'est un dispositif que nous n'avions pas, où on avait intégré dans la zone de production comme étant une possibilité en cas de crise. Là, nous avons au cœur même du dispositif la possibilité de proposer un espace zen, c'est son nom, pour pouvoir accueillir des personnes ayant ce type de besoin, notamment par exemple des personnes atteintes du trouble autistique, du spectre autistique, pardon. La signalétique, elle a aussi été pensée de manière justement à faciliter sa compréhension et faciliter sa lecture et sa visibilité. Donc par des contrastes, là vous pouvez trouver des bonnes pratiques en la matière dans les documents que je vous ai cités en introduction. Et donc il ne s'agit pas de réinventer à chaque fois, il y a des bonnes pratiques qui existent, il s'agit de les adapter en fonction du contexte.
Mais voilà, par exemple, sur les questions de comment on traite à la fois la question de la signalétique pour signaler en fait la première et la dernière contre-marche, eh bien, vous pouvez aussi, par ce contraste que vous vivez, et donner des indications, des informations qui sont à la bonne portée. Pour les différents types de handicap, notamment pour la déficience auditive, on a donc la grande salle et le gymnase 2 seront équipés, parce qu'il y aura des spectateurs, seront équipés d'une BIM. J'avais bientôt fini. Et également parce que à cause du risque de diaphonie, en fait, on a complété en fait, ce dispositif également par un système infrarouge pour le gymnase 2. Donc couvrant un angle de 140 degrés, donc permettant justement de pouvoir avoir une bonne perception, une bonne captation. L'expérience athlète aussi a été pensée, donc au niveau des douches, avec ce qui est donc le zéro ressaut dans les douches bien évidemment, et puis avec aussi des sièges rabattables, autant sur les dossiers que sur l'assise et sur les accoudoirs, mais aussi dans l'espace de récupération balnéo pour les athlètes, où a été proposé aussi des soulève-personnes, qu'on connaît aussi dans les piscines en fait. C'est à peu près les mêmes dispositifs, dans certains saunas. Et enfin, donc c'est un aperçu en fait des différentes dispositions. Il y a d'autres dispositions qui ont été prises pour pouvoir justement atteindre cet objectif qu'on s'est fixé d'accessibilité universelle du site. Ce que je n'ai pas traité, c'est tout ce qui relève encore des responsabilités de l'exploitant. Et là, on va trouver des choses qui sont beaucoup plus... Là, on a traité de la base. Comment la base, elle permet justement d'avoir une meilleure accessibilité. Néanmoins, les logiques d'exploitation aussi vont soit diminuer ces objectifs-là, soit au contraire les améliorer encore avec d'autres dispositifs. Donc on doit voir avec l'exploitant, là qui a été désigné, qui est le même exploitant que l'Arena, l'Accor Arena, donc de pouvoir travailler à un dispositif d'amélioration de l'expérience spectateur en situation de handicap. Donc on va tester des solutions nouvelles à l'Accor Arena pour pouvoir aussi les déployer sur l'Adidas Arena. Tout ça, bien évidemment, pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé et le certifier par un organisme, donc Certilia, donc avec ce label accessibilité, qui, alors, ce label nous permet en fait à tout maître d'ouvrage d'être accompagné par rapport à cet objectif d'accessibilité universelle, donc sous différents aspects, tant sur la question de la facilité d'accès, la facilité d'utilisation, la sûreté, la sécurité, le confort visuel et acoustique. Donc tout ça, ça fait partie des critères. Il y en a d'autres qui concernent la conception universelle, et de manière à pouvoir objectiver l'atteinte de la qualité d'usage pour tous de ce bâtiment. Merci. Oui. Bonjour à tous, Noé Laurent, je suis chef de projet paralympique et Prisme pour le département de la Seine-Saint-Denis. Je vais donc vous présenter un peu cet ouvrage assez inédit en Europe, sous l'angle de l'accessibilité universelle. Présentation en 3 temps, avec une présentation du concept de l'équipement, quelques éléments méthodologiques également pour voir comment on est arrivé à ce niveau d'accessibilité, et puis malgré tout une présentation de prestations et d'aménagement inclusif qui viennent matérialiser, illustrer un peu cette ambition d'accessibilité. Quelques repères pour commencer. C'est un équipement qui est porté par le département de la Seine-Saint-Denis. On est sur un budget en investissement de 55,5 millions d'euros hors taxes en valeur 2024. On a des cofinanceurs qui ont rejoint l'aventure, la ville de Bobigny, le Fonds de solidarité et d'investissement interdépartemental, la Solidéo, la région Île-de-France récemment, et puis la métropole du Grand Paris. On est sur une livraison prévue au premier semestre 2024, et petite info inédite aussi, le site ne sera pas site de compétition pendant les Jeux, mais site d'entraînement pendant les Jeux Olympiques. Du point de vue de la localisation, on est situé au stade de la Motte, stade départemental de la Motte à Bobigny, à proximité déjà de l'hôpital Avicenne qui est juste au nord de la parcelle du Prisme, de l'université Sorbonne Paris-Nord et du STAPS qui est également juste à côté du Prisme. En matière de transport, on est sur la ligne 7 actuellement avec la station de la Courneuve UME 45, le T1 qui dessert l'hôpital Avicenne,
Et à l'horizon 2030, la gare de Drancy-Bobigny du Grand Paris Express, ligne 15, qui permettra de desservir le Prisme. C'est une localisation qui permet d'avoir un rayonnement local. Le Prisme est un équipement de proximité, mais également un rayonnement un peu plus large, puisque le Prisme a un rayonnement métropolitain, voire national. Du point de vue du concept, on est sur 3 grands pôles. Le Prisme, c'est un centre sportif de loisirs et de haut niveau, avec une priorité donnée au créneau pour les personnes en situation de handicap. Voilà un peu le programme et la liste des espaces qu'on trouvera. 2 salles multisports, une salle d'escalade, une salle d'armes, une salle de danse et de boccia, une salle de musculation et une salle vidéoludique pour la pratique du e-sport et des activités numériques ou digitales. Un pôle médical et de recherche, dont le plateau de recherche et développement a été travaillé avec l'université Sorbonne Paris Nord, qui a fait un très très gros travail en phase de recueil des besoins. C'est un plateau qui permettra de faire de la recherche appliquée sur le parasport, des tests de matériel, sur des prothèses, sur des fauteuils, mais également de la recherche sur tous les tenants de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, et surtout sur les bienfaits sur l'autonomie d'une personne en situation de handicap d'une pratique régulière. D'autres espaces qui accompagnent le plateau, je pense au plateau de kinésithérapie, de soins et de récupération, un espace de balnéothérapie et également des espaces de consultation médicale dont le volume est encore en réflexion. Et le troisième pôle, c'est assez important, le Prisme n'est pas simplement un centre qui permet d'accueillir les clubs qui aujourd'hui proposent des activités sportives aux personnes en situation de handicap. C'est aussi un lieu de ressources au sein duquel les clubs ordinaires qui n'accueillent pas de personnes en situation de handicap pourront venir se former via les comités départementaux, via l'université. Et donc on a des salles de réunion, de séminaires qui permettront d'organiser ces formations. Et c'est aussi ce qui fait le caractère inédit de l'équipement et le fait que c'est un équipement de référence sur le parasport. J'en viens au projet lauréat. Le groupement de maîtrise d'œuvre est mené par l'entreprise de Mathieu Barre, qui a remporté un marché global de performance pour la conception, la réalisation et l'exploitation maintenance de l'ouvrage. Les architectes, c'est Christophe Louis architecte et l'agence Roméo Architecture. Et je vous propose de voir une petite vidéo du projet qui permet de se plonger un peu dans la réalité de ce bâtiment.
Oula. Écoutez, voilà pour la vidéo de présentation de ce beau projet qui a la particularité d'avoir intégré dès les phases de conception les considérations pour pouvoir accueillir tous les types de publics, personnes valides ou en situation de handicap, et quels que soient les types de handicap. Un petit retour sur l'historique du projet qui permet de comprendre un peu comment on s'est associé l'expertise d'usage des futurs usagers aux différentes étapes. C'est un projet qui a plus d'une dizaine d'années maintenant et avec une première proposition de l'association des établissements des établissements du domaine Emmanuel en 2012 qui souhaitait l'appui du département pour construire un gymnase inclusif à Villetaneuse. Idée qui a un peu mûri dans l'esprit du département, qui a lancé quelques études, notamment un panel d'experts de l'INTA, une étude en partenariat avec Sciences Po, qui ont permis d'établir un certain nombre de recommandations, l'identification du stade de la motte que je vous présentais précédemment, et aussi la recommandation de créer une association de préfiguration avec les partenaires structurants du projet. Donc cette association, la EDE, a fait partie de l'association. On avait le groupe hospitalier universitaire du 93, l'Université Paris 13 voisine, le PTS Ensemble, la ville de Bobigny, la ville de Paris, et puis les comités olympiques de sport adapté, handisport et de la FGT du 93 et la Fédération française de sport adapté au niveau national. En 2019, on a mené avec notre équipe de programmistes une quarantaine d'entretiens qui ont permis de définir les premiers contours du programme du projet. Entretiens menés avec des établissements et services médico-sociaux, avec des collèges du territoire, avec des clubs sportifs, des partenaires du sport handicap, qui nous a permis d'aboutir à cette programmation hyper ambitieuse et à cette typologie de public très hétérogène qu'on trouvera au sein du Prisme. En 2020, au moment de l'élaboration du programme, un document très important, le cahier des orientations architecturales, qui a un peu fourni un cahier des charges très précis aux candidats au marché global de performance et qui a un peu guidé cette ambition d'accessibilité universelle. Je vais vous en dire deux mots. Un certain nombre d'objectifs ou de préconisations, je ne vais pas tous les passer, mais assurer la sécurité, offrir du choix, de l'indépendance et de l'autonomie aux usagers, avec pour objectif d'appliquer ces préconisation à l'ensemble des espaces du prisme et pour objectif final, on va dire, minimiser l'assistance personnelle le plus possible pour aboutir à cette conception universelle dont un équipement qui n'a pas besoin de s'adapter pour favoriser le confort d'usage de tous les publics. Un peu encore quelques éléments d'historique et puis la suite un peu de cette démarche de co-construction. En 2021, le département, pendant l'analyse des offres au marché global de performance, au titre de la commission technique, s'est associé à nouveau de l'expertise d'usage de ses partenaires du sport handicap et également d'institutions nationales, je pense à la Solideo, à l'APF et puis tous les comités départementaux qui faisaient partie de l'association de préfiguration. On a également lancé une assistance à maîtrise d'usage plus récemment qui, via une actualisation un peu du recueil des besoins qui a été fait en 2019, a pour objectif, puisqu'on travaille encore avec eux, de nous aider à stabiliser le projet d'établissement du projet, mais également d'apporter, dans la mesure du possible, il ne faut pas toucher au programme, mais des retouches au projet architectural pour qu'il soit au plus proche des usages et du confort d'usage des futurs usagers. On envisage également de mobiliser un groupe d'experts d'usage au moment de la réception des équipements et des aménagements, notamment pendant les opérations préalables à la réception, et surtout de pérenniser ce groupe de travail après la livraison du prisme pour favoriser ce processus d'amélioration continue. J'en viens au plan, je vais passer rapidement parce que vous avez vu la vidéo, et on rentre dans le prisme via cette entrée principale, donc une rampe qui, du parvis, nous mène au cœur du prisme et ce hall distribué en étoiles. On a tout de suite la visibilité sur les différents espaces, la balnéothérapie en haut à gauche, les bureaux pour les fédérations, salles de séminaire et de réunion à gauche, la salle vidéoludique en bas à gauche également, et puis le restaurant qui sera exploité par un ESAT. On voit tout de suite aussi le patio central qui illumine avec sa lumière naturelle l'équipement, et cette rampe qui s'enroule autour et qui permet de desservir les demi-niveaux du prisme et qui permettent le cheminement autour de ce patio.
En contrebas, sur le rez-de-chaussée bas, on a les 2 grandes salles multisports, la salle avec gradin de 500 places en haut, en face l'autre salle multisport, et puis une salle d'escalade qui a été travaillée en détail avec la Fédération française de montagne et d'escalade. Et puis à l'étage, les salles spécialisées, le dojo qu'on voit là, à côté de la salle d'armes pour le tir à l'arc et l'escrime, la salle polyvalente de danse et de boccia à droite, et puis au-dessus la salle de musculation et le plateau de recherche et développement avec une piste de 50 mètres qui permettra à l'université notamment de pratiquer des tests. J'en viens, je rejoins ce que disait Pascal juste avant. L'accessibilité, elle fonctionne quand on la voit le moins possible. Malgré tout, il y a un certain nombre de prestations et d'aménagements que je peux vous présenter. Donc là, on est dans le hall, on voit un peu plus précisément cette rampe, qui n'est pas d'ailleurs le seul moyen de monter aux étages, puisqu'on a les escaliers et les ascenseurs. Mais voilà, cette rampe permet d'accéder à tous les espaces du prisme. Un petit focus aussi sur la signalétique avec les numéros d'étage géants, et puis ces pictogrammes qui permettent de se repérer et d'accéder aux différents espaces de pratique. Et puis un code couleur aussi qui permet de repérer les étages. On a également un travail au sol avec un marquage au sol qui permet de se diriger. Là, c'est vers les gradins de la salle multisport. On aura également des bandes podotactiles qui jalonnent un peu le prisme pour pouvoir s'orienter en son sein. Toujours sur le hall, on a une maquette 3D pour aide au repérage avec des inscriptions en braille. Inscriptions en braille qu'on retrouve également sur la main courante à gauche et qu'on retrouve dans les couloirs du prisme pour pouvoir s'orienter. Et enfin, sur l'orientation, un dispositif AudioSpot qui permettra de préparer son itinéraire en amont, ses cheminements à l'intérieur de l'équipement avant d'y accéder, et on pourra, via des bornes audio et des indications sonores, pouvoir s'orienter à l'intérieur de l'équipement. Ces aménagements font qu'on a une signalétique multisensorielle qui permet de se repérer via les différents sens, via la vue, l'ouïe et de manière podotactile. Et c'est là-dessus qu'on peut un peu illustrer l'accessibilité à tous les publics du prisme. Un petit retour également sur les espaces sportifs et notamment la salle multisport. Alors c'est pas flagrant sur cette perspective, mais on a mis en place un marquage LED plutôt que d'utiliser la multiplicité des marquages de couleurs qu'on voit dans les gymnases assez classiques. On a opté pour ce marquage LED qui présente déjà un intérêt pour les personnes qui présentent un handicap cognitif. Ça favorise la lisibilité du terrain. Mais c'est également beaucoup plus confortable pour tout le monde. Chacun a déjà pratiqué dans un gymnase. Quand on a toutes ces lignes basket, handball, etc., ça peut être un peu confus. Donc voilà, là on a opté pour le marquage LED qui se retrouvera dans les 2 grandes salles. Possibilité également de séparer cette salle en 2 via un rideau qui permet de travailler avec 2 groupes en simultané dans la salle. On a également un travail assez important qui est fait sur la luminosité, donc lumière naturelle, mais qui permet, on a des stores qui permettent d'occulter un peu cette lumière et d'éviter les éblouissements. Et puis, du point de vue des tribunes, on trouve des places PMR au niveau du terrain, en haut des gradins, et sur les terrasses, on en voit une au bout, ce qui fait qu'on a des places PMR aux différents endroits des gradins. Toujours sur les prestations, des espaces de répit qu'on trouve de 3 types, des abris sensoriels qui sont soit individuels, soit pour 2 personnes, des alcôves de mise au calme. Donc là, c'est une vue qui est tirée du hall. C'était l'espace qu'on voyait à droite, qui est identifié par une arche de couleur qu'on va retrouver partout dans le prisme pour pouvoir bien identifier ces alcôves. Et elles sont au nombre de 11 dans la totalité du prisme. Et puis des salles de décharge cognitive. Alors celle qu'on voit là, on a une cible. La personne qui est dans la salle peut appuyer sur cette cible et ça va déclencher soit un jeu auditif, enfin sonore avec une musique, ou alors quelque chose de plus visuel avec un ciel étoilé. C'est ce qu'on trouvera dans la salle qui se situe ici.
Comme Pascal le mentionnait pour l'Arena, on a également une salle multisensorielle ou salle Snoezelen avec trois configurations. Soit une salle blanche où on dispose des éléments de relaxation et d'ambiance relaxante avec des colonnes à bulles, des disques à huile, où on va chercher le lâcher-prise pour des personnes qui pourraient faire des prises par exemple. Une salle interactive où on va, une configuration interactive où on va développer la stimulation tactile avec des tableaux, avec des relations de cause à effet ou des couples de contraste. Et puis une salle noire où là on joue principalement avec des éléments visuels qui brillent et des éléments qui deviennent de plus en plus visibles, des contrastes qui s'accentuent et qui permettent de travailler avec notamment des personnes malvoyantes. Enfin, alors un petit mot sur les vestiaires. J'ai pas de visuel à vous montrer sur les vestiaires classiques, mais il y a un gros travail sur l'accessibilité qui a été faite. Par contre, on a également des handi-rooms, donc des salles de change qui sont disposées aux différents étages où on a des espaces de pratique sportifs. Alors l'objectif, c'est que tout le monde puisse utiliser les vestiaires communs. Dans certains cas, il y a des handicaps assez lourds qui nécessitent que les accompagnants puissent accompagner les pratiquants dans les vestiaires. Et donc on a ce concept un peu 3 en 1, toilettes publiques, vestiaires et salles de bain publiques, au sein desquelles les personnes pourront être accompagnées par leur accompagnant et se changer avant ou après la pratique sportive. Écoutez, j'en viens au bout de ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup aux intervenants. Je vous invite peut-être à remonter sur l'estrade. On va pouvoir avoir une petite séance de questions d'une quinzaine de minutes à peu près. Moi, j'ai une petite question. Du coup, parce que je suis désolée, moi, j'habite à Rennes et j'ai été intriguée. Que se passe-t-il le 8 octobre ? C'est la journée paralympique. Aujourd'hui, on a eu la chance chaque année, chaque année au 23 juin, d'organiser une journée olympique. Ça permet d'avoir des sports olympiques et paralympiques parce qu'on est toujours inclusif. Mais pour le coup, on a besoin de mettre en visibilité les Jeux paralympiques, de faire connaître les parasports, de faire connaître les athlètes paralympiques. Et donc, on organise avec la ville de Paris, avec le comité paralympique et sportif et avec le gouvernement, la première journée paralympique, place de la Bastille, de midi à 21h, où il y aura des démonstrations de parasport, il y aura de la dimension culturelle et artistique, et en plus, ça va se terminer par un concert. Et également, vous pourrez pratiquer différents parasports. Et en plus, voir Marcus Reim faire une tentative de record du monde de saut en longueur. Voilà, je suis sûre avec ça que vous avez très envie de venir. Moi, j'y serai. C'est un événement historique parce qu'en fait, effectivement, la journée olympique, le 23 juin, c'est une journée internationale de l'olympisme. Et il n'y a pas encore de journée internationale du paralympisme. Elle est pour l'instant, c'est une journée nationale du paralympisme. Donc ça commence par la France et peut-être que ça inspirera d'autres pays. Super, merci. Je vois qu'il y a une dame qui a le micro. Oui, mais je ne sais pas s'il marche. Oui, j'avais une question pour Monsieur Nera qui concerne le guide à venir sur les bacs douches zéro ressaut. Quelle date de parution, qui l'édite et comment ça se passe ? Alors, c'est l'AQC qui... Oui, je ne sais pas exactement quand il sort, mais ce qui est sûr, c'est que c'est imminent. Voilà. Moi, j'ai vu on va dire la V0 en relecture générale, mais voilà, moi, je pense que d'ici un mois, ça devrait être sorti. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. J'ai une question sur la vérification finale de ces équipements, ces ouvrages. Pour le projet d'Arena, vous avez parlé de label accessibilité, de Certivea. Est-ce que ça sera le seul document qui va vérifier ces ouvrages ou il y aura aussi les attestations des bureaux de contrôle et des organismes agréés ? Merci. Tout ce qui relève en fait du réglementaire, bien évidemment, fera l'objet de toutes les certifications et attestations ad hoc, donc ce qui est prévu dans n'importe quel bâtiment par rapport à la réglementation sur matière d'accessibilité. Et pour tout ce qui relève en fait de ce qui est extra-normatif, donc sur l'accessibilité universelle, qui n'est pas normative. Et là, c'est pas effectivement, il n'y a qu'un seul document, celui de certificat, c'est celui qui nous permettra de faire foi en matière par rapport aux objectifs sur lesquels on s'est entendu avec le constructeur, donc Bouygues, pour donc, la MGB.
Maintenant, il y aura d'autres documents sur lesquels nous, il faudra qu'on arrive à capitaliser. C'est de mieux illustrer, encore en phase d'illustration de toute la démarche. Et surtout, là, pour l'instant, on travaille beaucoup sur des vues et des plans. Je ne vous ai pas montré des photos de chantier, mais on commence déjà à voir les premières expressions de l'accessibilité au travers de ce qui se produit en ce moment en phase béton. Et donc, on va illustrer après par la livraison, et surtout on illustrera après avec les cas d'usage, puisqu'on va tester aussi le site et l'accessibilité du site en phase d'exploitation pendant les premiers événements, soit sportifs, soit culturels. Donc ça, c'est aussi d'autres éléments de livraison qui viendront attester de manière informelle et donc l'ambition qu'on avait. Je vais compléter la réponse quand même par rapport au guide douche, la réponse de tout à l'heure. Donc il y en a 2 guides douche. Donc il y en a un qui est déjà publié, qui a été publié par le CSTB. Et puis il y en a un qui est pas loin d'être terminé, qui est un guide spécifique, donc qui a été fait sous le pilotage d'Adif Bois, donc qui est un guide spécifique qui a été travaillé dans le cadre du village olympique, où on est en construction bois avec une difficulté particulière et un risque particulier, donc au regard des enjeux d'étanchéité. Bon, je précise, ce sont des guides, et seulement des guides. Ça n'a pas de vocation normative, ça a encore moins de vocation réglementaire, bien évidemment, et que on n'est pas allé, Ceux qui ont travaillé sur ces guides ne sont pas allés au bout de la réflexion encore. Donc c'est quelque chose d'éminemment compliqué. Donc il y a un choix extrêmement volontariste qui a été fait au niveau de la Solidéo. Je rappelle qu'ils n'avaient pas d'obligation de faire des douches sans ressaut, puisque l'arrêté, lorsqu'il est sorti, n'intégrait pas les projets du village olympique dont les permis de construire étaient antérieurs à l'obligation. Donc il y a un choix très volontariste qui a été fait. C'est un choix avec des risques, qui sont connus, qui sont assumés, qui ont été discutés, et un guide qui a vocation à les limiter au maximum. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut. Voilà. Moi j'avais une question quand même. Donc, dans une vie intérieure, j'ai été en poste à Saint-Étienne, et il y a une biennale du design à Saint-Étienne, et dans le cadre de cette biennale du design, il y avait assez systématiquement un travail sur l'accessibilité universelle. Est-ce que vous avez travaillé sur des résultats qui seraient sortis de cette biennale? C'est vraiment une pure curiosité. Il y avait des choses qui étaient vraiment intéressantes. Moi, je veux pas de réponse, que j'y ai participé 2 fois, et justement, alors dans le cadre de mon précédent travail en 2013, je crois que le thème c'était l'empathie ou l'expérience de l'autre. Et on avait justement présenté, pardon, je raconte un peu ma vie, mais un simulateur en fait de déplacement, notamment en fauteuil roulant, justement pour aider à construire accessible, et justement à mettre un petit peu les architectes et les concepteurs dans l'usage et en situation. Et alors comment, nous on a récupéré un peu les résultats, globalement de ces échanges. En fait, dans ce que je présentais au début de la rédaction de la stratégie, et puis après en fait des référentiels, on a fait un recueil de toutes les bonnes pratiques en fait à date en termes de conception universelle, et effectivement ce qui a été fait notamment par le collectif Designer Plus, donc de Saint-Étienne, et en lien avec la Biennale du Design. En fait, ça a été intégré à la fois des éléments de méthodologie et puis aussi quelques éléments de mise en œuvre. Donc voilà, j'allais dans ce travail un peu de recueil des bonnes pratiques, ce qui était issu justement de ces travaux-là. Et bon, alors c'est vrai que c'était facile, parce que j'y avais participé précédemment, mais ça a été considéré. C'est pour ça que tu as été pris, en fait. C'est ton expérience aussi. Mais c'est important. Alors ça, oui, ça, il faut le... Nos passés professionnels, nos passés sportifs nous permettent aujourd'hui d'être dans ces domaines d'activité. Non, mais alors ça je sais pas si, mais ce qui est vrai, c'est que pour un établissement comme la Solido, déjà d'avoir un poste ad hoc, c'est déjà une forme concrète en fait de traduction de l'ambition. C'est vrai que c'est pas le cas de tous les établissements publics. Pour illustrer exactement ce qui vient d'être dit, c'est que
maintenant, même pour les événements, on parle de bâtiments, mais même pour les événements, nous, dans les agences de production déléguées que l'on choisit, on exige à ce qu'il y ait un responsable de l'accessibilité. Et ce n'est pas un référent, ce n'est pas le numéro de téléphone. On demande une qualification, une compétence en la matière. Et c'est ce qui produit donc, les effets très rapides en matière d'accessibilité et d'expérience pour tous. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, au fond. Merci pour les présentations. Donc, l'accessibilité sera assurée à l'intérieur des équipements, mais est-ce qu'il sera assuré aussi pour accéder à ces équipements? Par exemple, dans le métro, les stations les plus proches, sur le trottoir, ainsi de suite. Merci. On commence par le... Bon, ok. Non, en fait, effectivement, il y a plusieurs champs de responsabilité dans les jeux. Vous avez cité le métro. En fait, le métro n'est pas représenté ici, du moins par IDFM, mais tu pourras peut-être en parler pour eux. Et donc derrière arrive dans la marche en avant, on va dire, le champ de responsabilité de la ville. C'est-à-dire que la ville a la responsabilité pendant les jeux de l'approche du site, en français. Et donc tout ce qui sépare l'équipement, le dernier point de desserte du site en transport en commun jusqu'à l'entrée du site. Et donc où là arrive en fait la responsabilité de l'organisateur, donc du COJO. Et donc dans ce périmètre-là d'approche, effectivement, nous, à la ville, on a l'objectif d'avoir un espace qui soit accessible universellement. Donc on est en phase justement de travail de conception de ces différentes approches des sites, parce que chaque site est unique, chaque site a ses contraintes et ses avantages. Et on s'appuie notamment des données de flux et de modélisation de flux qui nous sont données à la fois par le COJO, mais aussi par IDFM, donc de manière à ce que la liaison se fasse de manière la plus fluide et la plus simple possible, avec derrière, on y apportant des différents services, que ce soit des services humains ou des services donc, techno, pour pouvoir justement permettre une accessibilité la plus simple possible, la plus fluide possible. Sans barrière surtout. Donc nous, on travaille étroitement avec Île-de-France Mobilité sur le plan de transport des spectateurs en situation de handicap, que ce soit olympique ou paralympique. J'ai exclu les athlètes parce que les athlètes, ils ont leurs propres bus qui sont mis à disposition pour les accréditer. Et là, du coup, il y a de la transformation de bus. Je dis bien bus parce qu'on n'est pas sur des programmes de car. C'est super important, mais le car, il faut monter dans le car. Le bus, il est sol plat. Donc là, c'est les accrédités seront dans des bus qui seront adaptés pour pouvoir mettre plus de personnes en fauteuil roulant dedans. Donc là, c'est un super héritage également. Et donc, avec IDFM, on travaille sur des solutions mixtes. On peut pas, il n'y a pas une solution qui marchera. Il y aura beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs. Donc, il y aura plusieurs possibilités. Des possibilités de pause, de zones de pause et de dépose identifiées pour que les gens se fassent déposer et aillent se garer plus loin. Des solutions de stationnement, si vous venez avant, et vous pouvez trouver des parkings. Et aussi, IDFM travaille à des solutions d'ajout de transport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bus est accessible. Le tramway est accessible. La ligne 14 et 2 lignes du RER sont accessibles. Ce n'est pas suffisant, mais pour le coup, on rajoute des solutions de transport de surface, c'est-à-dire à l'extérieur, grâce à IDFM. Et enfin, nous, on pousse sur certains sujets pour faire évoluer la loi. Un exemple, aujourd'hui, dans la RATP et dans les transports de métro, toutes les personnes qui ont une carte accompagnateur pour venir dans les transports, avant, c'était réservé, la gratuité était réservée à l'accompagnateur d'une personne déficiente visuelle. Depuis le 1er avril 2021, c'est pour toutes les formes de handicap. Et de même, on a des solutions de sortie des personnes. Je vous explique, c'est que en cas d'incendie, il faut évacuer. Les personnes qui sont en situation de handicap, il faut les évacuer dans le métro. Là, il y a quelques verrous légaux sur Paris qu'on est en train de déverrouiller grâce à la loi olympique et paralympique. Donc voilà, on œuvre sur tous les domaines. Et une fois que ces verrous réglementaires seront levés, ils pourront poursuivre le travail de mise en accessibilité des métros. Et à chaque fois qu'une ligne est construite aujourd'hui, elle est construite accessible. À chaque fois qu'on rajoute une station de métro, elle est construite de façon accessible. Donc petit à petit, ça crée une dynamique et ça laissera un héritage.
Je viens dire un mot sur le prisme aussi. Donc ce que je vous ai présenté avec les transports, la ligne 7 et puis la ligne de 15 qui arrive, qui va renforcer un peu l'accessibilité du site. On a un gros travail qui a été fait avec la ville aussi pour transformer les rues attenantes au stade et faire en sorte qu'elles soient plus accessibles. Et surtout, on a une réflexion sur le stade même, puisque le stade, c'est pas simplement le prisme, on a d'autres terrains pour le réaménager et favoriser les interactions entre le prisme et son extérieur. On réfléchit par exemple à installer des terrains de cécifoot pour qu'il y ait une continuité entre les deux, des agrès qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc voilà, on pense un peu la continuité du prisme avec son environnement et puis jusqu'au transport et à la ligne 15. Merci. Il y a peut-être une dernière question, parce qu'après, je pense qu'on va un peu dépasser le temps. Dans le cadre du village olympique, quelle est la proportion en fait, de logements qui sont accessibles? Est-ce que c'est 100% ou est-ce que c'est une proportion voilà, de ces logements? Non, c'est en fait 100% des logements qui seront accessibles en héritage au sens de la loi, en fait. Voilà. Et donc même un peu au-delà, parce qu'effectivement, on essaie d'aller un peu plus loin, mais on aura 100% là, de logements accessibles en héritage. C'est une réponse rapide pour une fois. Qui ne sous-entend pas des professionnels de longue version parmi nous. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos interventions. En tout cas, c'était extrêmement enrichissant et ça fait plaisir de voir des projets concrets et comment on met concrètement en œuvre l'accessibilité universelle qui pourrait être quelque chose qui pourrait paraître vraiment conceptuel et en fait qui est complètement appliqué. Et je pense que ça sera inspirant pour les autres professionnels du bâtiment. De mon côté, j'ai une petite révélation à faire dans cette salle. Il s'avère que ce sont les 40 ans de l'AQC. En fait, à vrai dire, ça fait déjà une année qu'on est en train de fêter les 40 ans de l'AQC, donc il y a probablement déjà pas mal de personnes qui sont au courant parmi cette salle. Et donc, moi, je propose qu'on fasse un... Ouh, on a une surprise d'écran qui s'allume tout seul, excusez-moi. On va mettre un paysage inspirant à la place. Peut-être pas. Peut-être pas, parce que le paysage est plein d'icônes, donc on va rester comme ça. Et donc, je vous propose déjà une dernière, de beaux applaudissements pour nos intervenants et intervenantes. Donc, merci encore. Et puis,